Sénateur Plante. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais également dire que je serai bref, mais je ne peux pas vous dire cela. Cependant, je tiens également, comme l'a fait la sénatrice Marshall, à remercier le comité qui a examiné ce projet de loi pendant le congé pour la fête, pour le jour du souvenir. On apprécie le travail de tous les comités, surtout en cette période. Chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi C9, loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu, subvention canadienne d'urgence au loyer, subvention canadienne d'urgence au salaire. Cette loi a deux objectifs. Tout d'abord, elle modifie la loi de l'impôt afin de réviser les critères d'admissibilité et le niveau de subvention dans le cadre de la subvention canadienne d'urgence au salaire et prolonge la subvention jusqu'au 30 juin 2021. Deuxièmement, elle modifie la loi de l'impôt sur le revenu pour créer la subvention d'urgence pour le loyer. Alors que les changements concernant la subvention salariale sont en grande partie l'extension du programme existant avec un soutien supplémentaire en cas de confinement, la subvention d'urgence pour le loyer est une révision et un relancement important du programme d'aide d'urgence au loyer commercial du Canada, connu sous le sigle UCLC. Ces changements sont des améliorations attendues depuis longtemps et que les consommateurs réclament depuis le printemps. C'était le 20 mai dernier que le premier ministre a annoncé que le programme d'aide d'urgence au loyer commercial pour les petites entreprises allait être mis en place dans quelques jours. Selon le gouvernement, le programme allait, je cite, apporter un soulagement important aux petites entreprises en difficulté financière. Et c'était une autre mesure pour aider les entreprises à garder les Canadiens sur la liste de paie. Le lendemain, le 21 mai, le Parti conservateur a averti le gouvernement que le programme comportait deux défauts majeurs qui en limiteraient l'efficacité. Tout d'abord, le programme a été conçu pour que les entreprises ne soient pas admissibles à l'aide au loyer tant qu'elles n'avaient pas subi une baisse de revenus d'au moins 70 %. Cela signifiait que pour les entreprises dont les revenus avaient chuté de 69 %, le programme était inutile. Elle n'était pas admissible. Et si une entreprise enregistrait une baisse de ses revenus de 70 % et était admissible, elle perdrait toute aide au loyer dès que ses revenus passeraient de 70 de moins 70 à moins 61 donc d'un pourcentage. N'importe quel analyste de politique publique débutant aurait immédiatement réalisé qu'une telle approche du tout ou rien, avec une baisse soudaine de prestations, était une mauvaise politique publique. Pourtant, le gouvernement n'a pas écouté. Le deuxième défaut majeur était qu'il était interdit aux entreprises de demander l'aide. Au lieu, il appartenait à leurs propriétaires de déterminer s'ils allaient mettre cette aide à la disposition des entreprises qui leur louaient des locaux. Mais pour ce faire, le propriétaire devait absorber une perte de 25 % de ses revenus locatifs. C'était peut-être la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement a eu la brillante idée de fournir une aide financière tout en interdisant aux bénéficiaires visés d'en faire la demande. Le Parti conservateur a signalé ces problèmes dans les 24 heures suivant l'annonce du premier ministre et a demandé au gouvernement de les résoudre. Mais le gouvernement n'a rien fait. Au lieu, il a regardé les entreprises qui n'étaient pas admissibles à son programme mal conçu, lutter pour sauver, s'endetter en reportant mois après mois le paiement de leur loyer ou tout simplement fermer leurs portes pour de bon. La Chambre de commerce du Canada a récemment déclaré, je cite, l'AUCLC était problématique dès le départ et un grand nombre de petites entreprises ont lutté pendant des mois sans avoir accès à une aide pour le loyer.
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a déclaré que le programme d'aide pour le loyer était dramatiquement sous-utilisé. Leur dernière enquête a révélé que seulement 22 des entreprises ont pu utiliser le programme. Le programme canadien d'aide d'urgence pour le loyer commercial était censé fournir 3 milliards de dollars d'aide indispensable aux petites et moyennes entreprises. Mais parce que le gouvernement a refusé d'écouter, il n'a pas réussi à mettre cet argent entre les mains de ceux qui en avaient besoin. Au moins 1 milliard de dollars a été laissé sur la table alors que les entreprises faisaient faillite. Aujourd'hui, 26 semaines après que le Parti conservateur ait souligné les lacunes du programme et a demandé au gouvernement de les corriger, le gouvernement prend enfin des mesures pour mettre en œuvre les changements que nous avions suggérés. Cela fait 6 mois pendant lesquels les propriétaires d'entreprises ont passé des nuits blanches à se demander comment ils pourraient payer leurs factures, nourrir leur famille et continuer à se loger. 6 mois pendant lesquels le gouvernement a refusé de reconnaître que le radeau de sauvetage qu'ils avaient jeté était beaucoup trop petit et ne flottait pas très bien. 6 mois avant qu'ils se donnent la peine d'en construire un meilleur pour les propriétaires d'entreprises qui se noyaient dans l'encre rouge tout en se battant pour garder la tête hors de l'eau. Chers collègues, le caucus conservateur soutient les modifications apportées dans le projet de loi dont nous sommes saisis. En fait, nous les avons appuyés il y a 26 semaines, alors qu'ils auraient aidé beaucoup plus de propriétaires d'entreprises, mais le gouvernement a refusé de nous écouter. La pratique de ce gouvernement qui consiste à annoncer des programmes mal conçus et à résister ensuite aux recommandations constructives visant à les améliorer devient une tendance évidente. Nous le constatons une fois de plus avec ce projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui. La Chambre de commerce du Canada et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ont supplié le gouvernement de rendre rétroactive la nouvelle subvention d'urgence pour le loyer. Mais comme d'habitude, le gouvernement a refusé d'écouter. Le nouveau programme couvrira le loyer du mois d'octobre, mais pas celui des mois précédents. Or, c'est à cause du refus de ce gouvernement de régler le programme plus tôt que de nombreuses entreprises n'ont pas pu avoir accès au programme et payer leur loyer. Bon nombre d'entreprises ont survécu seulement en s'endettant davantage et en reportant le paiement de leur loyer à l'avenir. Ce fardeau de la dette pèse maintenant sur leur tête et menace la viabilité de leurs entreprises et les emplois de leurs employés. Puisque la nouvelle subvention d'urgence pour le loyer a été créée pour remédier à l'échec du programme d'aide au loyer, pourquoi est-ce que le gouvernement ne la rendrait-il pas rétroactive pour couvrir ce que le premier programme devait couvrir? Pourquoi ne pas permettre aux entreprises qui avaient droit à l'aide en vertu du premier programme mais n'y avaient pas accès parce que leurs propriétaires n'en avaient pas fait la demande? Donc, pourquoi ne pas leur permettre d'avoir accès à l'argent du premier programme qui n'a pas été utilisé? Permettez-moi de vous assurer, chers collègues, qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Mais si vous voulez savoir comment la ministre des Finances a réagi lorsqu'on l'a interrogée pour la première fois à l'autre endroit, je peux vous le dire. Elle a dit ce qui suit, je cite, « Nous devons regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. » Chers collègues, qu'est-ce que cela signifie? Nous devons regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. Est-ce que l'avenir du gouvernement libéral n'inclut pas la viabilité des entreprises qui ont lutté contre la pandémie parce qu'elles n'ont pas pu bénéficier de la subvention pour le loyer? L'avenir ne comprend-il pas les emplois qui vont être perdus lorsque ces entreprises feront faillite en raison de la dette écrasante que la ministre des Finances rejette avec tant de désinvolture? Est-ce que l'avenir n'inclut pas le bien-être financier des familles qui vont se débattre lorsqu'elles perdront leur emploi après la fermeture des entreprises? Si la ministre des Finances veut regarder vers l'avenir, je lui suggère de commencer à écouter ce que les plus grandes organisations commerciales du pays lui ont dit. Ce programme doit être rétroactif afin de sauver
les entreprises qui luttent pour survivre à cause des échecs du premier programme. Dans un récent sondage, la FCEI a constaté que 15 de ses membres étaient admissibles au premier programme, mais que leurs propriétaires ne s'étaient pas inscrits. 16 supplémentaires n'étaient pas admissibles parce que la baisse de revenus requise était trop importante. Dans les deux cas, les locataires ont été laissés à eux-mêmes, ayant du mal à payer leur loyer ou à s'endetter davantage. La FCEI a estimé que 160 000 entreprises sont menacées de fermeture définitive en raison de la COVID-19 et que ce nombre pourrait atteindre 225 000. Chers collègues, c'est l'équivalent de toutes les petites et moyennes entreprises réunies dans les territoires à Terre-Neuve et Labrador, à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et près de la moitié de celle de l'Alberta. C'est le nombre d'entreprises qui risquent de fermer définitivement leurs portes en raison de l'incompétence de ce gouvernement. Car alors que 400 000 entreprises auraient dû être admissibles au premier programme, la SCHL a déclaré au Comité sénatorial des finances que seulement 139 000 petites entreprises avaient reçu cette aide. Le programme a été un échec et maintenant que le gouvernement a une chance de corriger la situation en rendant un nouveau programme rétroactif, il refuse. Imaginez ce que ces propriétaires d'entreprises en difficulté ont dû ressentir lorsqu'ils ont entendu le premier ministre se lever le semaine et dire « J'implore les premiers ministres et nos maires de bien vouloir faire ce qu'il faut et agir maintenant pour protéger la santé publique. Si vous pensez qu'il manque quelque chose dans le soutien que nous offrons à vos citoyens, dites-le nous. Quoi qu'il en coûte, quel que soit le temps que cela prendra. » Il dit au premier ministre aux maires que s'ils doivent fermer leur économie pour protéger la santé publique, le gouvernement fédéral sera là pour leur fournir tout ce qu'il faut, quel que soit le temps que cela prendra. Et pourtant, lorsque lui et sa ministre des Finances se font dire en termes très clairs ce qu'ils doivent faire, ils ne font rien. Dans les oreilles, ils s'entêtent, se cachent la tête dans le sable et refusent d'écouter. C'est un schéma persistant avec ce gouvernement. On le revoit encore et encore. Au printemps, les conservateurs ont dit au gouvernement que le programme AUCLC serait mieux géré par l'Agence du revenu du Canada que par la SCHL. La SCHL s'occupe de l'assurance hypothécaire résidentielle et non des loyers commerciaux et elle n'était pas bien placée pour exécuter ce programme. Le gouvernement a refusé même de l'envisager. Ils ont dit qu'il est impossible que la RC fournisse la subvention. Mais bien sûr, la SCHL a fini par devoir sous-traiter le programme à une société privée. Et écoutez bien, il se trouve que c'était une société de financement hypothécaire dont la vice-présidente était mariée au chef de cabinet du premier ministre, comme par hasard. Ça vous rappelle l'affaire de l'organisme uni. Cette fois-ci, nous savons que le programme remanié va maintenant être exécuté par nul autre que l'Agence du revenu du Canada. Le gouvernement admet maintenant qu'il est non seulement possible pour la RC d'exécuter le programme, mais que c'est même préférable. Chers collègues, l'écoute n'est pas le point fort de ce gouvernement et la responsabilité non plus. Les conservateurs appuient ce projet de loi, mais nous sommes profondément préoccupés par l'attitude dédaigneuse du gouvernement fédéral pour ce qui est de la transparence et la responsabilité. Le 14 octobre, le Fonds monétaire international a publié son rapport semestriel, la revue financière, et a noté que le Canada connaît actuellement le déficit le plus important au monde, soit 19,9 du PIB. Pourtant, malgré cela, nous n'avons pas eu de mise à jour sur les dépenses de la COVID depuis le 6 août. Il n'y a pas eu d'aperçu financier depuis le 8 juillet. Il n'y a pas eu de budget depuis le 19 mars 2019. Il y a donc 20 mois. Le 20 octobre, Don Drummond de l'Institut C.D. Howe a écrit ce qui suit dans un mémoire sur la politique fiscale et financière intitulé
Canada's Foggy Economic and Fiscal Future. Il dit même avant la pandémie, le Canada n'était pas bien placé pour une forte augmentation des dépenses du gouvernement fédéral. Il est encore plus limité aujourd'hui par des emprunts associés à la baisse des recettes liées à la pandémie et bien plus par les dépenses liées à la pandémie. Le discours du trône de septembre n'a pas tenu compte de cette réalité. Pour que les choix budgétaires du pays soient plus clairs pour les Canadiens et peut-être aussi pour lui-même, le gouvernement doit fournir davantage d'informations économiques et financières. Le 4 novembre, c'était au tour du directeur parlementaire du budget de blâmer le gouvernement pour ne pas avoir divulgué des informations financières essentielles au sujet du budget supplémentaire dépenses B, qui prévoit 79,2 milliards de dollars de dépenses supplémentaires pour le gouvernement. Il a dit ce qui suit. Bien que la somme de ces mesures soit importante, la quantité d'informations disponibles au public pour suivre ces dépenses est insuffisante, ce qui rend plus difficile pour les parlementaires de jouer leur rôle essentiel de surveillance des dépenses du gouvernement et d'exiger des comptes. Au moment de la publication de ce rapport, depuis la publication du rapport, il n'existe actuellement aucun document public publié par le gouvernement qui fournisse une liste complète de toutes les mesures annoncées à ce jour ou des estimations de coûts actualisés. Il n'y a pas non plus de cohérence quant aux organismes qui rendent compte publiquement de la mise en œuvre de ces mesures. Certains ont publié ces données de manière proactive, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Ce manque de données n'est pas dû au fait qu'elles ne sont pas disponibles. Le ministère des Finances fournissait des mises à jour bi-hebdomadaires au Comité permanent des finances, mais a cessé lorsque le Parlement a été prorogé en août 2020. Chers collègues, le mépris que ce gouvernement affiche à l'égard du Parlement en refusant de fournir les informations nécessaires aux parlementaires pour faire leur travail s'étend même jusqu'au parquet de la Chambre des communes. Le 6 novembre, le député Pierre Poilièvre a posé une question très simple au ministre des Finances. Que coûterait aux contribuables canadiens une augmentation d'1% des intérêts sur la dette nationale? C'était une question juste, à laquelle les Canadiens méritent une réponse. Mais la ministre des Finances a refusé à plusieurs reprises de répondre à la question. Au lieu de cela, elle a riposté. Madame la Présidente, la question est de savoir quelle est la politique du Parti conservateur. S'agit-il d'une politique d'austérité ou d'une politique de soutien aux entreprises? Au lieu de répondre à la question, la ministre des Finances l'a esquivée et a essayé d'assimiler la responsabilité à l'austérité. Ce serait absurde dans le meilleur des cas, mais c'est tout à fait ridicule en pleine pandémie alors que les dépenses publiques atteignent un niveau record. Les conservateurs ont travaillé dur pour s'assurer que les Canadiens obtiennent le soutien dont ils ont besoin en cette période de crise et qu'ils l'obtiennent rapidement. Mais contrairement aux libéraux, nous ne pensons pas que cela nécessite de suspendre le besoin de transparence, de responsabilité, de rapports opportuns, de budget et de mise à jour financière. Nous pensons que le gouvernement peut soutenir les Canadiens tout au long de la pandémie, tout en leur rendant des comptes. Contrairement aux libéraux, qui prétendent ne pas avoir le temps de produire régulièrement des rapports financiers sur l'état des finances de la nation, ni de rendre des comptes au comité sur leurs multiples scandales, et qui refusent ensuite une simple demande de report de la vérification des petites et moyennes entreprises par l'Agence du revenu du Canada jusqu'en juin 2021. Souvenez-vous, c'est le même gouvernement qui a dit qu'il ferait tout ce qu'il faut, quel que soit le temps qu'il faut. Il est vraiment difficile de déterminer si ce gouvernement est hypocrite ou simplement incompétent. Comme vous le savez, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes a tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière en faisant remarquer que le programme d'aide aux loyers commerciaux a une faille fatale. Il exige des entreprises qu'elles paient leur loyer avant de pouvoir demander une aide au titre de ce programme pour payer leur loyer. En d'autres termes, si l'entreprise ne peut pas payer son loyer, elle ne pourra pas non plus demander l'aide du gouvernement pour payer le loyer,
car si vous ne payez pas votre loyer, vous n'avez pas droit à l'aide pour payer le loyer. S'agit-il d'un oubli ou, une fois de plus, d'une incompétence? Dans les deux cas, le gouvernement s'est empressé d'essayer de corriger l'erreur en créant un amendement. Mais après avoir commis une erreur dans la rédaction du projet de loi, ils ont également commis une erreur dans la rédaction de l'amendement, de sorte que le vice-président de la Chambre a dû le déclarer irrecevable. Dans son discours d'ouverture devant la commission sénatoriale permanente, le comité sénatorial permanent des finances nationales jeudi dernier, la ministre Freeland a indiqué qu'en raison de leur incapacité à rédiger une législation appropriée, puis à rédiger un amendement approprié, ils vont maintenant rapidement introduire une législation pour officialiser le loyer payable comme une dépense admissible. Elle a poursuivi en disant, et je cite, « Étant donné que c'est notre intention claire et publiquement déclarée, nous sommes convaincus que l'Agence du revenu du Canada considérera le loyer payable comme une dépense admissible dès le lancement du nouveau programme. Il n'y aura pas de délai. » En d'autres termes, la ministre des Finances estime que tant que son gouvernement prévoit de présenter une loi, l'ARC n'a pas besoin d'attendre que le Parlement adopte la loi. Elle pense qu'il suffit à l'ARC de savoir que c'est l'intention, je cite, claire et publiquement déclarée. Fin de citation. Ainsi, non seulement ce gouvernement est incompétent, mais il se considère maintenant comme un mandataire du Parlement dans son ensemble. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir d'ordonner à la fonction publique d'enfreindre la loi existante simplement parce qu'ils prévoient de modifier la loi, même si le Parlement n'a ni examiné ni consenti à la législation qu'il prévoit de présenter. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la démocratie. Lorsque la ministre des Finances était ici dans cette chambre au début de cette semaine, elle a été interrogée à deux reprises sur ce mépris flagrant du Parlement, d'abord par le sénateur Carignan, puis par la sénatrice Butters. La ministre a simplement fait fi de cette question en disant à cette Chambre que l'urgence de la situation exigeait une réponse urgente. Elle a déclaré « Si nous procédons de cette manière, nos entreprises devront attendre encore plus longtemps. Mon objectif est de faire parvenir l'aide aux Canadiens le plus rapidement possible. » Alors, Madame la ministre, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Il y a 6 mois, on vous a fait savoir qu'il était urgent de modifier le programme d'aide aux loyers commerciaux, mais vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, après avoir refusé d'agir pendant 26 semaines, vous vous retrouvez soudain face à une urgence, sans autre choix que de faire pression sur la RC pour qu'elle agisse en dehors des paramètres légaux qui ont été approuvés par le Parlement. Et nous sommes censés simplement hocher la tête et regarder ailleurs. C'est à la fois incroyable et effrayant. Mais cela explique pourquoi ce gouvernement attend la 11e heure pour introduire une législation, refuse d'accepter tout amendement, puis la fait passer en force avec une allocation de temps. Apparemment, si quelque chose ne va pas dans leur législation, ils estiment qu'ils peuvent simplement la corriger unilatéralement en publiant un décret royal du Parti libéral. Chers collègues, il existe une autre solution. Elle s'appelle la consultation et la collégialité. Nous sommes, après tout, au milieu d'une urgence sanitaire nationale. Le gouvernement pourrait certainement mettre de côté sa politique partisane mesquine et travailler davantage en collaboration avec les autres en période de crise nationale. Considérez un instant le rapport de préétude du Comité sénatorial permanent des finances nationales sur le projet de loi C9. Le Comité des finances a tenu 3 réunions sur 2 jours, pendant 5h30, pour entendre 18 témoins représentant 10 organisations. Dans ce laps de temps limité, ils ont pu mettre le doigt sur pas moins de 12 problèmes liés à la législation. 12. À des fins de compte-rendu, permettez-moi de vous les énumérer. Premièrement, la législation oblige les entreprises à payer un loyer avant de recevoir la subvention, même si elles ne disposent pas de fonds suffisants pour payer leur loyer. Deuxièmement, la nouvelle subvention devrait être rétroactive à avril 2020 pour les entreprises qui n'ont pas pu accéder au programme précédent, l'AUCLC. Troisièmement, les entreprises qui modifient les termes de leur bail, par exemple,
en déménageant dans un endroit moins cher seraient exclus de la subvention. Quatrièmement, pour être éligibles, les entreprises doivent avoir un historique des dépenses en 2018 ou 2019 ou au moins en janvier et février 2020, ce qui exclut les nouvelles entreprises. Cinquièmement, les entreprises qui n'ont pas de numéro d'entreprise, par exemple une école de musique exonérée de la TPS ou de la TVH, ne seraient pas admissibles. Sixièmement, le plafond maximum de la subvention réduit le niveau de soutien aux entreprises ayant plusieurs sites, comme les franchisés, ainsi qu'aux entreprises opérant dans le centre des villes où le loyer est beaucoup plus cher. Septièmement, le complément de subvention n'est disponible que pour les entreprises qui doivent cesser leurs activités en raison d'ordonnances de santé publique, même si d'autres restrictions de santé publique, telles que les limites de capacité permanente, peuvent entraîner des niveaux similaires de baisse de revenus. Huitièmement, les entreprises saisonnières peuvent n'avoir à payer des frais fixes qu'à certaines périodes de l'année. Numéro 9. Les entreprises autochtones qui louent des locaux dans des bâtiments appartenant aux bandes dans les réserves ne sont pas admissibles. Collègues, un gouvernement qui est fier pourtant d'aider la communauté autochtone. Numéro 10. Les entreprises qui dépendent du programme scientifique. Le crédit d'impôt pour la recherche et le développement expérimental peut être désavantageux car les subventions au salaire et au loyer réduisent les dépenses admissibles pour le crédit. Numéro 11. Les frais fixes des propriétaires représentent environ 25% des revenus normaux, mais seuls 10% des coûts sont admissibles. Numéro 12. Les propriétaires de biens immobiliers n'étaient pas admissibles dans le cadre du précédent programme d'aide au loyer. Le comité des finances a identifié 12 problèmes liés à la législation en seulement 5h30, ce qui soulève une question très simple. Pourquoi le comité sénatorial des finances a-t-il pu mettre à jour tous ces problèmes en un temps si limité alors que le gouvernement a traversé tout le processus d'élaboration, de rédaction et de dépôt de la mesure législative sans réaliser, reconnaître ou traiter ne serait-ce qu'un seul d'entre eux? La réponse est simple. Le comité des finances a pris le temps de consulter ceux qui devraient bénéficier de ce programme. Quelque chose que ce gouvernement aurait pu faire, mais qui n'a manifestement pas fait. Chers collègues, je commence à avoir une véritable impression de déjà-vu. Nous voici une fois de plus sollicités pour adopter un autre projet de loi imparfait qui nécessite de nombreux amendements. Mais comme le gouvernement a mis 6 mois à s'y mettre, c'est maintenant une urgence et il n'y a pas le temps de faire les choses correctement. Pour aggraver les choses, on nous demande d'approuver des mesures financières importantes sans disposer d'informations financières actualisées. N'oubliez pas que la mesure législative qui nous est présentée modifie la loi sur l'impôt sur le revenu. Cela signifie que les dépenses qu'elle autorise ne nécessiteront pas d'autres approbations statutaires. Les dépenses n'apparaîtront pas dans le budget des dépenses, le budget supplémentaire des dépenses ou ne nécessiteront pas de projet de loi de crédit. En outre, si la plupart des fonds approuvés dans les projets de loi de crédit expirent à la fin de l'exercice financier, l'autorisation de dépenser dans le cadre de la législation permanente n'expire pas. Elle n'est limitée que par les paramètres de la loi d'habilitation elle-même. Et je voudrais noter que les dépenses importantes dans le cadre de cette législation vont être déterminées par règlement, ne nécessitant aucune autre consultation avec le Parlement. En d'autres termes, nous ne savons pas ce que ce projet de loi va coûter aux Canadiens. Et réfléchissons-y un instant. On ne sait pas combien ce projet de loi va coûter aux Canadiens. Je vous mets au défi de me trouver une seule société au pays dont le conseil d'administration approuverait des milliards de dollars de nouvelles dépenses sans avoir reçu au préalable un rapport mis à jour sur sa situation financière. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Chers collègues, lorsque la ministre des Finances était ici, en cette chambre, mardi, je lui ai posé 9 questions très précises.
Il ne s'agissait pas de questions abstraites sur d'éventuelles dépenses futures ou sur les montants totaux des programmes prévus. Non, il s'agissait de questions sur l'état actuel des finances de la nation et sur les montants que nous avons dépensés pour les programmes. La ministre n'a répondu à aucune de mes questions. Aucune. Au lieu de cela, elle a répété les mêmes estimations qui avaient été publiées précédemment. Voici ce qu'elle a dit. En ce qui concerne l'argent que le gouvernement a dépensé jusqu'à présent, je suis très heureuse de vous donner nos estimations des coûts des programmes que je vous demande d'examiner. Et peut-être que je commencerai par là. Je pense que c'est très approprié. Non, Madame la ministre, ce n'est pas du tout approprié. On demande au Sénat d'approuver un programme qui ajoutera des milliards de dollars à notre dette nationale. Et pourtant, vous ne pouvez même pas nous fournir le total mis à jour de ce qui a été dépensé jusqu'à présent, ni nous dire quelle est notre dette nationale. C'est inacceptable. Nous devons nous rappeler que la personne qui dirige le navire de l'État dans ces eaux tumultueuses n'est autre qu'un Premier ministre qui a dit aux Canadiens « Nous avons contracté des dettes pour que les Canadiens n'aient pas à le faire ». Je vais répéter cet énoncé. Le Premier ministre a dit « Nous avons contracté des dettes pour que les Canadiens n'aient pas à le faire ». Comme la sénatrice Martin l'a dit dans cette enceinte l'autre semaine, qu'est-ce que cela signifie? Le Premier ministre ne comprend-il pas que la dette publique doit être remboursée par l'argent public qui provient des impôts? Pense-t-il que la dette publique sera remboursée comme par magie? Il pense qu'il nous donne de l'argent? Il pense que ou plutôt le Premier ministre dépense notre argent, chers collègues. Pensez que la dette publique sera remboursée comme par magie plutôt que d'être déduite des chèques de paie des enseignants, des ouvriers, des agriculteurs, des camionneurs, des employés de magasins et de tous les autres contribuables du pays? Est-ce pour cela qu'il ne nous donne pas les chiffres? N'oubliez pas, chers collègues, que selon le directeur parlementaire du budget, le gouvernement dispose de ces chiffres. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas disponibles. Le gouvernement ne veut tout simplement pas nous les donner. Mardi, j'ai demandé que si la ministre des Finances ne pouvait pas nous fournir les chiffres lors de son témoignage, qu'elle nous les communique par écrit avant que nous soyons appelés à voter sur cette législation. Et le vote s'en vient, mais je n'ai rien reçu. Pas de réponse. Aucune réponse. Est-ce ainsi que le Parlement fonctionne? Il y a eu silence radio. C'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est inacceptable. Ce n'est rien d'autre que de l'arrogance et de l'incompétence. Et en raison de l'incompétence de ce gouvernement, nous nous retrouvons aujourd'hui face à une demande d'adoption d'une législation très imparfaite, parce que les entreprises ont clairement fait savoir qu'elles ne pouvaient plus attendre. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a déclaré au Comité des finances que seulement 66% des petites entreprises sont totalement ouvertes et seulement 29% réalisent actuellement un niveau de vente normal. 37% perdent de l'argent chaque jour où elles sont ouvertes et 14% envisagent de fermer définitivement. Restaurants Canada a déclaré au comité que le secteur de la restauration a perdu plus d'emplois au cours des 6 premières semaines de la pandémie que ce qui a été perdu pendant la récession de 2008-2009 pour l'ensemble de l'économie canadienne. De plus, depuis le début de la pandémie, plus de 10 000 restaurants ont déjà fermé leurs portes. L'Association des hôtels du Canada a averti le comité que 60% de ses membres craignent de ne pas pouvoir passer Noël sans un soutien supplémentaire. Lundi, j'ai reçu une lettre, ainsi que le sénateur Gould, une lettre du maire de Toronto, John Tory. Il m'a dit « Je vous demande respectueusement de modifier votre calendrier dès aujourd'hui, de quelque manière que ce soit, afin d'adopter ce projet de loi dans les prochaines 24 heures, sachant qu'il s'agit d'une urgence commerciale ainsi que d'une urgence sanitaire, et compte tenu de la situation désespérée de nombre de nos petites entreprises. Chaque heure compte.
Et je pense que le travail que vous devez faire pourrait être considérablement réduit. Nous avons vu des lois adoptées par le Sénat en un jour où les circonstances exigeaient. C'est l'un de ces moments. Chers collègues, dans cette lettre, vous pouvez entendre le son du désespoir. Pour être honnête, je n'ai pas apprécié de recevoir cette lettre du maire parce que c'est le Premier ministre qui devrait presser, pas les sénateurs. Mais quoi qu'il en soit, je comprends que sa lettre est un écho de l'anxiété à laquelle sont confrontés les propriétaires d'entreprises partout au pays. Au lieu de prendre des mesures opportunes, ce gouvernement est resté assis si longtemps qu'il a réussi à ralentir le temps jusqu'à ce que chaque heure compte. Le Premier ministre a malmené ce dossier. Mais il a le culot de se tenir devant les médias mardi matin, collègues, et d'exiger que le Sénat adopte la loi alors qu'elle n'était même pas encore arrivée dans cette enceinte. Il ne veut même pas non plus que nous débattions de ce projet de loi. Il veut que nous l'adoptions avant même que nous soyons dans cette enceinte. C'est ainsi que fonctionne ce gouvernement. C'est honteux. Ne vous laissez pas berner. C'est le gouvernement qui est responsable de l'établissement du programme législatif. C'est le gouvernement qui a prorogé le Parlement pour tenter de dissimuler son scandale uni, causant ainsi des retards inutiles. C'est le gouvernement qui a introduit une législation imparfaite et qui l'a ensuite suivie d'un amendement imparfait. C'est le gouvernement. Et le Premier ministre pense ensuite que la solution à tous les problèmes qu'il a créés est de flageller publiquement les sénateurs pour qu'ils adoptent sa législation déficiente sans lui accorder un examen et une révision appropriée. Chers collègues, il est clair qu'il ne s'agit là que d'une tentative du Premier ministre de détourner l'attention de sa propre incompétence. Aujourd'hui, pour le bien des entreprises et des familles canadiennes, nous n'avons guère d'autre choix que de soutenir cette législation. Mais lorsque cette pandémie prendra fin, comme nous savons qu'elle le fera, les Canadiens devront examiner attentivement les dégâts et la destruction qu'elle a causée à l'économie canadienne et se rendre compte qu'une situation très difficile a été très aggravée par l'incompétence flagrante de ce gouvernement et son mépris pour le Parlement. Je vous remercie.